Donc bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence que j'ai intitulée avec des titres très pompeux. Vous allez voir tout le long, je me suis fait plaisir, j'ai utilisé des mots très pompeux parce qu'on on les utilise pas assez, donc j'ai eu envie de me faire plaisir. Euh, cette conférence, je ne sais pas si vous avez pu voir mon résumé, je crois qu'il était affiché à un endroit, mais un petit endroit, donc je vais quand même en parler 2 secondes avant de l'attaquer directement. Donc cette conférence, je l'ai voulu comme un voyage poétique, un voyage philosophique, un voyage sociologique, un voyage à travers les cultures, à travers les continents, par-delà les océans, à travers les temps aussi. J'ai voulu un peu parler de toutes les sciences dont on ne parle pas, ce qu'on appelle les sciences humaines. Alors moi, je suis très mal placé pour en parler parce que je suis un étudiant en sciences dures, en physique théorique à Sorbonne Université. Donc c'est pour ça que j'ai mis le logo pour dire que je ne sais pas de quoi je parle. En réalité, je sais un peu de quoi je parle quand même. J'ai pas mal d'amis qui bossent là-dedans. Je me suis beaucoup renseigné, etc. Quand même. C'est pas une conférence lancée comme ça, mais simplement pour vous dire que c'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, les sciences humaines, les sciences dures et et ben parfait, je voulais passer au préambule. Donc c'est quelque chose qui me semble potentiellement très peu abordé. Je crois qu'au club, les plus anciens que je vois peut-être dans le fond ou à mes côtés me contrediront s'il y a déjà eu une conférence de philosophie et ou de sciences humaines au club, mais je ne crois pas. Donc c'est une première, et puis c'est aussi une première pour moi puisque c'est la première fois que je fais cette conférence devant un public ou devant n'importe qui. Donc voilà. Si vous avez des questions, je préfère qu'on les réserve pour la fin. Et si vous avez un débat ou si vous n'êtes pas d'accord sur un point, je préfère aussi qu'on le réserve pour la fin, comme ça on coupera la caméra et je pourrais m'excuser platement sans perdre la face à l'enregistrement. Non, plus sérieusement, au moins ce sera, on est un peu timé, donc voilà. Donc, en préambule, parce que c'est une conférence qui a l'air comme ça très nébuleuse, j'aimerais un peu cerner les objectifs qui nous occuperont ce soir. Et la première chose que j'ai envie de faire, alors je remets des belles photos parce que c'est une conférence, comme j'ai dit, de sciences humaines. J'ai pas eu envie de mettre de chiffres, de graphes ou autre. J'ai pas eu envie de rentrer dans le côté dur des sciences humaines. J'ai plutôt envie de vous montrer les concepts et de vous montrer un peu les liens avec l'astronomie, avec notre pratique de l'astronomie et de la science de nos jours, dans notre vie de tous les jours. Hein. Donc j'ai mis beaucoup de belles photos, des fois en lien, des fois un peu moins en lien, pour essayer d'animer un peu plus et de mettre un peu plus de dynamisme à l'écran. Euh, donc cernons les objectifs qui nous occuperont ce soir. Alors déjà, je vais faire ma première contradiction. Euh, j'ai pas envie de les cerner ces objectifs. Je vous ai dit, ça va être un vrai voyage. Hein. C'est un périple dans lequel on s'embarque. Non, plus sérieusement, j'ai pas envie de les cerner ces objectifs. J'ai pas envie de rentrer dans une démarche quantitative. J'ai pas envie de rentrer dans une démarche où en fait à la fin je peux vous présenter un tableau cocher les cases que je vous aurais présentées, cocher les cases que je vous aurais pas présentées, que vous n'aurez pas compris parce que j'ai pas eu le temps de vous expliquer. Mais j'ai plutôt envie de vous démontrer les concepts et vous mener au fur et à mesure d'un raisonnement, un raisonnement qu'on peut appliquer, qui est un raisonnement finalement de cure, un raisonnement de réflexion sur notre propre manière de faire de la science, notre propre manière de faire de l'astronomie, de la vivre. Parce que de nos jours, l'astronomie, c'est souvent ça. En tout cas, l'astronomie amateur, l'astronomie qu'on vit tous les jours, nous, c'est celle-ci, c'est celle de regarder les étoiles, souvent avec, c'est pour ça que j'ai choisi avec la frontale, je trouve très bien amenée, avec des villes au loin, avec, on voit les pollutions lumineuses, on voit, euh, on voit la lampe frontale, et c'est ça, c'est utiliser la technologie pour faire l'astronomie. Euh, Sauf que ça, déjà c'est très nouveau, la technologie, ça a 200 ans, grossièrement. Hein. Si on base ça au début de l'ère industrielle pour faire de l'astronomie, 200 ans, 400 ans, 1000 ans même au plus grand. Donc déjà, c'est très récent, donc il y a d'autres manières d'en faire. Et deuxièmement, c'est très local. Ce que j'entends par là, c'est que faire de l'astronomie avec autant de technologie, c'est local. C'est franco-français, en tout cas occidentaux-occidentaliens. Ça vient de l'Occident, ça vient de cette idée de faire de l'astronomie à coup de technique, à coup de grosses machines, et ça vient de l'idée de faire l'astronomie comme une science dure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de sciences dures. Je suis moi-même étudiant en sciences dures, je le rappelle. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire des sciences dures. Je dis simplement que pour vous, si je vous montre des équations, ça ne va pas être intéressant. Peut-être pour 2-3 d'entre vous, mais ça ne va pas être intéressant. Ce qu'on vient chercher tous ensemble ici, c'est ce que j'ai envie de retracer à travers ce raisonnement épistémologique, ontologique, ce soir, c'est cette idée de pourquoi est-ce qu'on fait de l'astro, qu'est-ce que c'est l'astro, à travers notre culture à tous ce soir ensemble. Alors, je suis quasi certain, je ne vous vois pas assez dans le noir, je ne vous connais pas, mais je suis quasi certain qu'on vient tous de France,
qu'on est tous plutôt d'une culture occidentale, et que cette culture, on la connaît plus ou moins bien, mais on la connaît quand même plus bien que moins bien. Et on la connaît en tout cas bien mieux que les autres cultures, et encore moins la place de l'astronomie dans ces autres cultures. Donc c'est ça que je vous propose ce soir. Et comme premier lien conducteur, parce que j'ai vraiment envie de tirer un fil, j'ai envie de vous parler de cette constellation. Alors, est-ce que certains d'entre vous la reconnaissent? On la voit à moitié, hein, mais est-ce que certains d'entre vous la reconnaissent? Orion, exactement. Alors, je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que c'est Orion, voilà. Enfin, je ne l'ai pas choisi par hasard, il était sur la photo. J'ai pas ces talents graphiques. Mais j'ai pas choisi Orion parce qu'on est au club d'astronomie, c'est aussi ma constellation préférée. Et c'est une constellation qui a beaucoup de sens dans les cultures. On va en parler très, très régulièrement. Donc, Orion, est-ce que quelqu'un connaît la mythologie d'Orion? Qui est Orion? Là, vous avez quelque chose, vous avez un objet qui est nommé selon la mythologie grecque. Et en fait, la plupart de nos objets sont nommés selon la mythologie grecque. La plupart de nos constellations sont nommées selon la mythologie grecque. D'ailleurs, tous les noms en astronomie ont au départ un nom latin. Orion, c'est Orionis, et ça vient de la mythologie, donc grecque puis romaine. Et donc en général, on a toujours un nom latin, au moins un nom en latin, issu de la culture grecque ou de la culture latine. En tout cas, de la culture qu'on considère déjà occidentale. Donc déjà, dans notre manière de faire de l'astronomie, on voit déjà directement qu'on est emprunt à notre localité, à notre petit bout de terre sur la Terre, notre petit continent sur la Terre. Bon, je peux quand même pas ne pas en parler de la Grèce antique, parce que c'est quand même une grande culture, ça a quand même beaucoup impacté l'astronomie, donc je vais en parler. Et j'ai sous-titré ça entre mythologie et prémices des sciences, puisqu'on nous présente souvent comme l'astronomie, comme la Grèce antique, comme là où les sciences sont apparues pour la première fois réellement, etc. Alors oui, au départ, on a commencé à faire de l'astronomie en même temps qu'on était philosophe, en même temps qu'on était physicien, mathématicien, chimiste, des fois même un peu plus, poète, etc. Et on a commencé à faire de l'astronomie en même temps, en tant que sage en fait, en tant que quelqu'un qui sait, qui apprend. Et on a commencé à construire des modèles. Par exemple, le modèle du géocentrisme. Alors ça, c'est pas grec, même si on voit toute l'inspiration grecque autour, hein, c'est évidemment pas grec. Mais on a commencé à produire le modèle du géocentrisme. Alors pour ceux qui ne savent pas, le géocentrisme, c'est l'idée que la Terre est au centre de l'univers et qu'autour orbitent les planètes, puis les étoiles. Ici, on reconnaît une bande, la bande zodiacale. Les signes du zodiaque, hein, c'est sur cette bande, parce qu'on appelle les constellations du zodiaque en astronomie. Donc là, on voit tout de suite qu'on a donc la sphère céleste autour, les planètes, le Soleil et la Terre. Donc on reste centré sur nous-mêmes. D'accord ? Et la première révolution que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est sortir de cette conception. D'accord ? C'est sortir de cette conception de on est au centre. Et le premier qui a fait ça, c'était un grec. Alors on sait, tout le monde peut-être connaît Copernic. Copernic, c'est le premier qui a, selon la culture scientifique populaire, c'est le premier qui a produit un modèle héliocentrique. C'est le premier qui a créé un modèle où le Soleil était au centre de l'univers et plus la Terre, donc et plus nous. Mais en fait, c'était pas le premier. Avant, il y avait Aristarque de Samos, qui était un savant grec, qui a produit un modèle géocentrique. Héliocentrique, pardon. Donc avec le Soleil, puis les planètes qui tournent autour, etc. Et puis on avait entre-temps aussi produit des modèles un peu bizarres, entre Héraclite notamment, qui avait produit un modèle où en fait il y avait des planètes qui tournaient autour du Soleil, comme des satellites, les planètes internes, et puis le Soleil qui tournait autour de la Terre, et puis les autres planètes qui tournaient autour de la Terre. Donc ça rendait un peu mieux compte de nos observations astronomiques, puisque Mars, par exemple, Vénus ou Mercure, ils ont des orbites un peu bizarres, vu de la Terre. Donc ça rendait un peu mieux compte, mais il y avait quand même des problématiques là-dessus. Donc ce qu'on a vu, c'est que au départ, on se met au centre, culturellement et en termes de représentation. On est au centre du monde, de l'univers, littéralement, hein, c'est ça le modèle géocentrique. Hein. C'est la Terre comme centre de l'univers. Et culturellement, ça s'est ressenti, et ça s'est ressenti pendant très longtemps. Alors, très certainement que vous connaissez Aristote. Qui ne connaît pas ici Aristote? Vous avez le droit, hein. Moi je l'aime pas, donc vous avez le droit. Bon, Aristote, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont trop timides pour lever la main ou que je ne vois pas à cause de la lumière, Aristote c'est un grand savant, philosophe et machin tout ça, romain. Le problème d'Aristote,
c'est qu'il a eu beaucoup d'importance, mais vraiment beaucoup d'importance. C'est-à-dire que quasi un millénaire après, on l'écoutait toujours. Et de nos jours, hein, pour ceux qui ont fait des dissertations dans leur vie, l'idée des trois parties, etc., c'est Aristote. Donc il a toujours un emprunt culturel de nos jours. Hein. Et donc ce cher monsieur, il avait bien envie d'être au modèle géocentrique, et c'est pour ça que Aristarque, etc., ils sont restés un peu oubliés, et qu'il a fallu attendre quasi un siècle, quasi un millénaire, pardon, pour retrouver des modèles un peu moins égocentriques, entre guillemets, un peu moins géocentriques. Euh, donc, Aristote, il empreint notre culture d'égocentrisme, si j'oserais le dire. En tout cas, de centrage sur nous-mêmes. Et puis après, la grande révolution culturelle, ça a été les humanistes. Le courant humaniste, le courant des Lumières, encyclopédiste, etc., c'était, je cite la définition, remettre l'humain au centre du monde. Bon, on n'est pas sorti toujours de l'égocentrisme. Et en fait, il a fallu attendre des courants très récents, l'absurdisme, etc., en philosophie, pour en fait sortir de cette idée de l'humain est au centre. Ce qui scientifiquement, il n'y a aucune preuve que l'humain est au centre. D'ailleurs, en fait, même en cosmologie, moi je fais de la cosmo, en cosmologie, donc la science de l'univers, on dit qu'il n'y a pas de centre à l'univers. Donc en fait, depuis plus de 2000 ans, on se plante en disant on veut mettre un centre à l'univers. Enfin bref. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment un problème central qui est issu de toute cette culture que je vous ai racontée, toute cette histoire, c'est qu'on veut toujours nous mettre au centre. Et ça, c'est un bien inconscient, forcément. On observe depuis nos yeux, depuis nos pieds, depuis là où on est. Donc forcément, tout est centré par rapport à nous. Toute notre vision est centrée par rapport à nous. De nos jours, en cosmologie, notre plus grande âme, c'est d'avoir un univers observable, c'est-à-dire d'avoir une sphère qu'on peut observer autour de nous, centrée sur nous. C'est pas quelque chose de physique, c'est juste le fait qu'on ne peut pas observer nos limites physiques et instrumentales. C'est pas une réalité physique, c'est pas une réalité philosophique, c'est simplement un biais. C'est un biais d'écocentrisme, pas au sens de non-altruisme, mais vraiment de centrage sur soi-même. Et tout ça, ça a été entériné, bien sûr, par les institutions. Alors, je le dis pour l'enregistrement et je le dis aussi pour vous, ces gens-là sont très bien. D'accord? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'Union astronomique internationale. L'International Astronomical Union, c'est la branche de l'ONU spécialisée dans l'astronomie. Il y a plus de 10 000 membres astronomes à travers le monde. C'est tous des chercheurs, tous des têtes. Ils ont bien plus fait d'études que nous tous réunis, largement, même bien plus que toute la France réunie. C'est vraiment des gens très brillants, très réfléchis, etc. Ça a été créé il y a un peu moins de 2 siècles, fin du 19e siècle. C'est une institution qui régule l'astronomie. C'est elle qui a nommé les constellations. Vous vous souvenez Orion. C'est eux qui ont décidé, pour le monde entier, de la nommer Orion. Au départ, c'était que les gens qui la nommaient Orion. Des gens très influents, mais des gens. Là, c'est le nom officiel, c'est dans la loi, entre guillemets, internationale, de dire que Orion s'appelle Orion selon la culture latine. Et en fait, tout ce qui a été observable depuis les latins, depuis les grecs, c'est quasi nommé selon les latins et les grecs. Et ça, c'était le problème de l'IAU. Et en fait, c'est pas que dans les noms. Quand on regarde les membres de l'IAU, il y a une très grande majorité de pays occidentaux. Pardon. Et moi, j'ai envie de vous raconter une belle histoire qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas d'Occident. En fait, qui est de chez nous, mais il y a plus longtemps. C'est pas tout à fait de Mésopotamie, mais c'est de l'autre continent, terre des humains, l'Afrique, et précisément du nord du Sénégal, du peuple Peul. Alors, c'est un très vieux peuple, et je n'ai pas l'accent Peul. Donc, je vais écorcher des noms. Très certainement, désolé, je ne sais pas parler le Peul, je vous raconte juste une histoire, ok? Tout à l'heure, on a parlé d'Orion, cette petite constellation tout à l'heure, ça fait un fil conducteur, je vous avais prévenu. Ici, vous voyez, il y a 1, 2, 3 étoiles. Est-ce que les moins longs, enfin, devant vous les voyez? Voilà, vous témoignez pour ceux de derrière qu'il y a bien 3 étoiles alignées, là. D'accord? Ça s'appelle la ceinture d'Orion, parce qu'Orion c'était un chasseur, donc il avait une ceinture avec un éperon. L'éperon, c'est cette tache-là, qui est nébuleuse, magnifique d'ailleurs, enfin bref. Mais c'est un chasseur et il a sa ceinture. D'accord? Et donc, nous on l'appelait la ceinture d'Orion. Sauf que dans d'autres mythologies, parce que de nos jours, hein, le nom officiel donné par l'IAU à ces 3 étoiles, c'est la ceinture d'Orion, encore. Mais il y a d'autres mythologies où il y a de très belles histoires aussi, tout aussi développées, voire même avant les Grecs. Alors, j'ai pas réussi à dater cette histoire-là ou ces histoires que je vais vous donner, parce qu'étonnamment, il y a aussi peu d'études sur ces peuples et sur ces cultures,
parce que aussi les études restent imprégnées d'occidentocentrisme, etc. Mais je vais vous raconter une belle histoire qui est, en tout cas dans toutes les histoires que je vais vous raconter, j'en suis certaine qu'il y en a une qui est plus vieille que la culture romaine ou grecque. Hein. Donc je vais vous raconter l'histoire de ces trois personnages. Alors, dans le ciel, on adore associer aux étoiles un personnage. Enfin, on adore. La plupart des cultures le font. Nous, très peu, in fine. Hein. Bételgeuse, Rigel, Arcturus. Arcturus encore un peu, mais il y a pas mal d'étoiles en fait qui n'ont pas réellement d'association avec un personnage de la mythologie ou un humain ou autre. Dans plein d'autres cultures, on va en voir deux là, et dans ces deux cultures, ils ont un personnage. Donc déjà, première différence qui est absolument effacée de nos livres d'astronomie de nos jours. Ces trois personnages représentent les trois étoiles qu'on a vues précédemment, la ceinture d'Orion. D'accord? Alors, la ceinture d'Orion, l'ensemble de ces trois étoiles, ça se nomme Bawangal, en peuple. Donc c'est un astérisme, un groupe d'étoiles en soi, hein, ça fait pas partie d'une constellation. Donc déjà, le découpage des constellations est différent. Alors, vous avez Mba'a, l'âne, vous avez Gaju, le propriétaire, et vous avez Guillaume Mbaba, le voleur d'âne. Et cette petite histoire qui vous a raconté, c'est finalement qu'il y a un propriétaire qui s'est volé son âne par un voleur d'âne. Alors ça paraît totalement débile, mais en fait, quand on regarde un peu plus profondément, déjà ça paraît pas débile parce que c'est de la culture et c'est de la mythologie qui date d'il y a plusieurs milliers d'années. Hein. Donc déjà, il faut qu'on sorte de notre piédestal de nos jours. Même moi, en le disant, j'ai fait un jugement de valeur. Mais qui plus est, cette histoire-là, en fait, elle est vachement représentative de la culture et des mœurs économiques et sociales du peuple Peul, parce que dans ce peuple, l'âne était très important, comme le cheval pouvait l'être pour nous en Occident et en France plus particulièrement. L'âne était extraordinairement important, et donc cette petite histoire était racontée aux enfants. On en a des traces pour dire en gros faites gaffe à ce qui vous appartient, mais aussi ne vous lancez pas dans des quêtes éternelles. Parce que ici, en fait, cette histoire, l'histoire complète, c'était que ces trois étoiles dans le ciel, elles ne bougent pas. Enfin, elles bougent, mais elles restent toujours à la même distance les unes des autres. D'accord? Et donc, le propriétaire ne pouvait jamais rattraper l'âne et son voleur. Et ça, c'était un enseignement fait pour les enfants, qui leur expliquait grossièrement ne vous lancez pas dans des quêtes éternelles. Donc c'est déjà un enseignement philosophique ancré dans les étoiles, chose qu'on a perdue de nos jours. Donc en fait, ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a mis une couronne à l'IAU. On a placé sur un trône de pouvoir l'IAU qui a totalement écrasé ses cultures. À l'IAU actuellement, il n'y a aucune reconnaissance de Bawangal, de l'âne, du voleur d'âne, etc. Et ça, je raconte ça dans un peuple, d'une culture, à un moment donné. Je peux vous raconter la même chose chez les Vikings, chez les Inuits, chez les peuples chinois, chez les peuples amérindiens. Je peux vous raconter ça en fait à peu près partout à travers le globe. Hein. Ça rentrerait pas en 45 minutes, surtout que je dois en avoir bouffé déjà 15. Ah, 20. Donc, l'IAU vient d'écraser cette culture. Et en fait, en lui mettant une couronne, c'est très bien. Hein. Moi, je suis très content qu'il y ait un organisme international qui coordonne la physique, qui coordonne l'astronomie, qui défend l'intérêt des chercheurs. Globalement, avoir un ciel à peu près pur et arrêter d'y balancer des satellites en permanence. Surtout des satellites par notre chaîne Amy Musk. Mais attention à ne pas lui mettre une trop grosse couronne. Attention à ne pas centrer toute notre attention sur ce qu'elle dit, elle. Parce que l'astronomie, comme toute science, c'est d'abord une controverse. C'est d'abord l'idée que des idées s'opposent. C'est une idée de diversifier, de diversité des cultures, de diversité des opinions, des preuves scientifiques. Et donc en mettant une grosse couronne à l'IAU, vous avez uniformisé tout ça, et vous avez écrasé les cultures, écrasé les enseignements philosophiques, et vous avez totalement éteint cette légende. Mais vous en avez éteint d'autres, hein. Je peux vous raconter cette magnifique légende des Pléiades et d'Agaki. C'est dans la plaine de Fota Toro, aussi du peuple Peul, donc au nord du Sénégal. Et les Pléiades, c'est un groupe d'étoiles, elles sont 7, ce qu'on appelle les 7 sœurs. D'ailleurs, Pléiades, c'est le nom de ces 7 sœurs dans la mythologie grecque et romaine. Et c'est un groupe d'étoiles qu'on voit d'ici, hein,
aussi, alors on le verra pas ce soir, mais on le voit en hiver. Et ces étoiles, alors elles ont toute une histoire, etc., que je vais pas vous raconter. Par contre, elles ont aussi une utilité scientifique, parce qu'on pourrait dire ça, ok, c'est de la culture, mais ça, c'est de la science. Donc à la limite, eux, ils s'en foutent de la culture pour faire de la science. Ok, mais sauf que par exemple, les Pléiades, elles étaient très connues, et depuis bien plus longtemps que nous, pour annoncer que quand elles apparaissaient à l'horizon est, il restait plus que 40 jours avant la saison des pluies. Et donc ça, c'est un indicateur, ça a été quantifié, ça a été vérifié année après année. C'est le début d'une démarche scientifique. Bien avant celui qui nous foutait au centre du monde par égocentrisme, hein, et qui était, elle, fiable. Et puis je peux vous raconter une belle histoire aussi. Est-ce que je vous la raconte maintenant? Non, je vais attendre un peu. Finalement, je change d'idée, mais de toute façon, j'ai pas de slide approprié à celle-là, donc j'aurais pu, mais en fait, on se lève les yeux au ciel, on va pouvoir avoir notre propre slide en direct, donc voilà. Donc on a mis une grosse couronne à l'IU. Et puis surtout, si je vous montre cette photo, en fait, j'aurais pu l'utiliser dès le début, hein, pour présenter tout ce que j'ai dit sur l'Afrique. Sauf que là aussi, c'est exprimer l'Afrique à travers une représentation culturelle simple, qui va simplement écraser toute cette diversité de mythes. C'est une représentation moderne de l'Afrique, qui n'est absolument pas forcément vraie. Hein, ça reste quand même très désertique, etc. Il y a plein d'endroits en Afrique où c'est plutôt tropical. Enfin voilà, on reste quand même sur quelque chose de biaisé, d'accord? Je vais mettre juste cette belle image pour en parler, 2 secondes, et juste faire un bilan intermédiaire de tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? En fait, ça paraît très peu, je vous ai raconté 2 histoires. Mais qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai raconté que culturellement, ontologiquement, on est imprégné profondément d'un égocentrisme scientifique. L'idée que l'humain, ou la Terre, ou le système solaire est au centre du monde. Ça a été une autre révolution copernicienne quand, en 1900 et quelques, Hubble a découvert qu'il y avait plein d'autres galaxies et que, qui plus est, elles s'éloignaient de nous. C'était encore plus une découverte, et de nos jours, on galère, nous, en tant qu'astronomes amateurs et vulgarisateurs, comme les professionnels, à vous expliquer qu'en fait, il n'y a pas de centre à l'univers. Et si je vous balance ça comme ça, c'est inconcevable. Mais c'est juste pour vous illustrer à quel point notre vision, en tant que citoyen, en tant que scientifique, en tant qu'amateur de sciences, ou d'autres disciplines, on est centré sur nous-mêmes, involontairement. Et en science, c'est dangereux, parce qu'en science, c'est pas la vérité qu'on est au centre. La cosmologie montre qu'il n'y a pas de centre. Donc, simplement pour dire que c'est un biais qu'on a tous naturellement, et sur lequel il faut absolument se battre. D'accord? Cet occidentocentrisme. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que je vous saoule pas trop? J'ai pas un nom franc, ça me rassure pas. Mais... Alors, je me suis dit justement, ça va être le moment après où tout le monde va s'endormir, donc je vais vous parler des Vikings. Ah, j'ai entendu un ouais. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous les Vikings? Oui. C'est des guerriers. C'était des guerriers hommes, enfin pas toujours hommes, mais qui étaient très féroces, qui avaient beaucoup de légendes. Des mal coiffés. Alors, j'ai entendu des barbus, globalement des hommes, féroces, des guerriers. Est-ce qu'il y a des comptes, mais qui sont pas bons? Est-ce qu'il y a d'autres compléments? Peuple du Nord. Peuple du Nord, De l'Europe. nord de l'Europe. Navigateur. Navigateur. Est-ce qu'il y a d'autres compléments, des informations, des trucs que vous voulez peut-être contredire? Vous avez le droit de contredire, oui? C'était pas le nom du peuple, c'était le nom des guerriers de ce peuple-là. Exact. Je vais parler de peuple slave, peuple du Nord en général, puisque c'est des cultures qui sont à peu près... qui il y a eu beaucoup d'interactions, donc je vais parler de la culture nordique à partir de maintenant, mais bravo. Mythologie. Bonne mythologie, effectivement, on va en parler, ça aussi. Un dernier complément, vous avez le droit d'arguer par rapport à ce qui a été dit. Ils ont découvert l'Amérique. Comment? Ils ont découvert l'Amérique. Ils ont découvert l'Amérique, très certainement. Je ne connaissais pas ça, mais je vous crois. Si. Avant Christophe Colomb par le Nord. Ah oui. Oui, l'Amérique du Nord. Oui, totalement, oui, d'accord. Ok, ben on a de quoi travailler. Donc, la première chose quand j'ai dit le mot viking, déjà, c'est qu'il y a eu une réaction qui était faite exprès.
ouais, on va parler des guerriers. Alors effectivement, les Vikings, c'est le nom des guerriers, mais dans l'imaginaire collectif, c'est un peuple. Donc c'est un peuple guerrier. Ensuite, on m'a dit que c'était des mecs barbus, etc. Bon, ça, c'est un truc qui nous a été... qui en fait, encore une fois, là, ça paraît très drôle, etc. Mais c'est la science qui nous a... qui a un peu échoué là-dessus, c'est qu'elle a échoué à nous montrer que c'était faux, tout ça. En tout cas, pas entièrement vrai. Ok, c'était des guerriers, mais ensuite, ils avaient une énorme culture, ils étaient extraordinairement avancés. Nous, dans les représentations culturelles dont on a aujourd'hui, c'est des barbares. À peine ils ébauchent 3 mots, ils blessent tout le monde, ils violent, ils pillent. Bon, ça, c'était à peu près le lot de tous les peuples, mais eux, particulièrement dans les cultures. On parle jamais ou quasi jamais de leur mythologie sans s'en moquer en disant que c'était magique, runique, etc. On parle quand même de nous, dans notre mythologie grecque ou latine de laquelle on est issu, on parle quand même de mettre des mecs dans les étoiles. Alors, de nos jours, on sait faire, mais pas définitivement. Ou alors c'est mauvais pour eux, mais enfin bon bref. Donc en soi, il y a déjà un jugement de valeur dans notre culture. Et en fait, notre culture entière, elle a été imprégnée par le fait que, les Vikings hollywoodiens, les Vikings de films, les Vikings de la culture populaire. Et ça s'appelle... en fait, on a dégradé totalement l'image scientifique, l'image historique des Vikings, l'image historique de tout ce qu'on savait de eux. Parce qu'on en sait bien plus. On sait par exemple qu'ils avaient une mythologie. Alors oui, j'avais remis une autre image pour éviter de parler sur un écran noir, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ils ont une mythologie et ils ont un lien avec les astres. Alors, est-ce que les gens connaissent les runes? Qu'est-ce que c'est les runes? C'est l'écriture viking. C'est l'écriture viking. Utilisé comme symbolisme aussi. Utilisé comme symbolisme. Effectivement, c'est l'un des peuples en fait où, en plus d'être une écriture, c'était un symbolisme. C'est-à-dire qu'on écrivait des runes pour des présages, pour des prières, pour s'attirer des pouvoirs ou parler aux dieux, etc. Puisqu'ils avaient une mythologie très complexe. Et ça, c'est pas des runes. Enfin, pas ce qu'on pourrait appeler directement des runes. C'est-à-dire que c'est pas systématisé. Le A, à peu près tout le monde le fait pareil. Si je vous demande tous de me marquer un A majuscule en bâton, tout le monde va faire ça. Si vous ne me faites pas ça, c'était pas dans le bon alphabet. D'accord? Donc à peu près, c'est à peu près toujours ça. Donc ça veut dire que c'est toujours le même, c'est systématisé, c'est reconnaissable. Tout ça, on est à peu près sûr de nos jours que ça montre des étoiles. Et dans la culture des peuples nordiques, les étoiles, c'était hyper important. Déjà parce qu'on sait de nos jours que, en fonction de la position du soleil dans la journée, ils avaient déjà compris à peu près quand est-ce qu'il fallait partir en campagne. Ils connaissaient le phénomène d'équinoxe, qui marquait le début et la fin des campagnes. L'équinoxe, c'est le moment où la journée devient plus longue que la nuit. Donc ils avaient déjà cette notion-là. Ils avaient un calendrier lunaire et solaire à la fois. Ils se basaient sur les étoiles aussi. Et on a pas mal de représentations sur des vêtements, sur des vases, sur des objets qu'ils ont fait de la vie de tous les jours, de ces étoiles. C'est loin d'un peuple barbare, non? Enfin, je sais pas, mais les barbares qui regardent les étoiles, c'est très poétique, je trouve pas. Voilà. Tout ça pour dire qu'on a encore une fois écrasé cette culture-là. Dernière culture que j'aimerais aborder, la culture arabe. Je l'ai intitulé Rencontre entre science et croyance, un premier pas à contresens de l'histoire. Oui, parce que jusque-là, jusqu'à présent, grossièrement, vous aviez quoi? Vous aviez les scientifiques, ce qui fut un temps était aussi les philosophes et quasi les théologues, oula, ça va être compliqué. Merci, les théologiens, il y en a une qui suit. Voilà. Ça va être compliqué ça. Les théologiens, c'était un gros paquet, et grossièrement, tout ce qui n'allait pas dans leur sens, ils écrasaient. Alors, on l'a vu avec l'IEU, on l'a vu avec à peu près tout le monde. On l'a vu avec notre culture populaire, dans les films, le nombre de fois où on parle de culture occidentale. L'exemple typique, j'en ai pas parlé, c'est pas l'astronomique, mais c'est le Far West. Hein. Là aussi, on écrase une culture en la remplaçant par la culture occidentale venue des immigrés protestants d'Angleterre, britanniques. Donc là, l'histoire, grossièrement, c'est soit au nom de la science, soit au nom de la religion, soit un fatras des deux.
on écrase les autres cultures qui ne sont pas occidentales. Il y a toujours eu une domination, entre guillemets, scientifique, en tout cas sur l'armada scientifique et l'armada culturelle de la science occidentale. Je veux parler d'une autre culture. La culture arabe est précisément un phénomène qui se produit tous les ans. Alors dans la culture arabe, j'ai trouvé cette photo magnifique, même si je ne suis pas certain qu'elle soit... ah si, ça peut être une vraie photo, mais la lune, elle me paraît un peu pétante pour une photo. Mais enfin, bon, bref. Est-ce que quelqu'un connaît l'importance, j'espère qu'on a suffisamment de diversité pour que quelqu'un ait la réponse dans la salle, enfin ici, est-ce que quelqu'un connaît l'importance du premier croissant de lune dans la culture arabe, dans la religion islamique précisément? Il n'y a personne qui pratique ou qui connaît ou qui a des connaissances là-dedans? C'est le premier jour du mois. C'est le ramadan, exactement. J'ai entendu l'Aïd aussi. En fait, le ramadan, donc c'est une période de jeûne. Et à la fin de cette période de jeûne, elle est délimitée. Donc c'est l'islamisme et l'islam, pardon, attention. L'islam est basé sur un calendrier lunaire. Et à la fin du ramadan, la fin du jeûne, est décrétée à la première observation du croissant lunaire. Pendant un peu plus de 1 millénaire, quasi pas 2, mais on va dire des millénaires, 1, et quelques millénaires. Comment on faisait ça pour déterminer quand est-ce qu'on voyait le premier croissant? À votre avis? À l'œil. Alors, moi, je suis très content d'observer, d'encourager les gens à voir à l'œil. Hein. Donc, en gros, il y avait des grands rassemblements, des énormes rassemblements, où il y avait le chef spirituel qui regardait vers l'est, là où était censé voir le croissant. Et s'il voyait le croissant et qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient d'accord avec lui, c'était la fin du ramadan. S'il ne le voyait pas, rebelote le lendemain. De nos jours, ça a été pris en 2021, si je ne me trompe pas, c'était la première fois où ce monsieur, dont je vais parler un peu plus, a réussi à convaincre le chef spirituel et toute sa hiérarchie de tenter d'observer le premier croissant avec un instrument, un télescope. C'était pas un gros télescope, hein, c'était un des télescopes sur lesquels vous pouvez regarder, même l'un des plus petits qu'on avait là. D'accord? Parce qu'il fallait y aller doucement. Ce monsieur, c'est Maram Kairé. Ce monsieur, c'est un astronome, maintenant directeur de l'agence sénégalaise d'études spatiales, l'ASES, qui a été créée il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Ce monsieur, c'est un astronome, planétologue, ingénieur, qui est sénégalais et qui a porté ce projet de l'astronomie au Sénégal. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que s'il y a une dominance occidentale de la science sur le reste des cultures, c'est que aussi la science n'a pas cherché à trop se propager vers ces autres cultures. À chaque fois qu'on essaie de la faire propager, globalement on essaie de l'écraser. Donc forcément les gens n'étaient pas très 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 contents. Hein. Globalement, si on réessayait de faire la même chose qu'avec Copernic, les gens n'étaient pas contents. C'est logique. Donc de nos jours, comment est-ce qu'on cherche à propager la science? Pourquoi est-ce qu'on veut chercher à propager la science? Parce que l'astronomie, principalement, c'est un formidable vecteur de paix. Je ne vous ai pas raconté au début comment je voulais le faire, mais je vous inviterai tous à lever les yeux au ciel. Parce que depuis que je vous parle, il n'y aura plus rien à l'écran pendant 5 minutes, hein, donc vous pouvez vraiment regarder les yeux au ciel. Depuis que je vous parle, on voit des étoiles. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous les voyez comme ça. Alors peut-être que vous ne les voyez pas parce qu'il y a un écran blanc qui vous éclaire la figure depuis un petit moment. Mais ces étoiles-là, je pense qu'on est beaucoup ici. Je vois plein d'astronomes sur ma gauche. Voilà. Vous pouvez peut-être me dire si j'ai raison. Ces étoiles-là, elles nous sont familières. C'est un peu comme un vieux pote social. On le retrouve tous les soirs, toutes les semaines, pendant tout l'été, toutes les années, depuis moi, 13 ans. Ici, peut-être plus, je ne sais pas combien. Ça fait combien de temps que tu fais de l'astronomie, Jean-Paul? Une vingtaine d'années. Voilà, 20 ans. Je pense qu'ici, tout le monde, on a tous cette relation particulière au ciel de c'est un vieux pote. Il y a toujours Cassiopée qui est là au-dessus de ces arbres. Je sais que dans la coupole, il faut que je tourne au nord et qu'elle sera à peu près toujours dans la même direction. Je sais qu'en dessous, il y a E.T., NGC 1457. Et on retrouve toujours ces mécanismes. Et en fait, c'est quelque chose de vachement rassurant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un outil puissant, mais c'est la seule chose qu'on ne peut pas nous voler,
qu'on ne peut pas nous faire payer et qui est visible d'à peu près partout sur le globe. Alors à plus ou moins bonne qualité, hein, ça c'est le problème de la pollution lumineuse, mais au détour d'une ruelle sombre, même dans Lyon, où j'ai été pendant 2 ans pour mes études, j'arrivais à voir Jupiter, Vénus, la Lune, voire même quelques planètes, voire même quelques étoiles, Bételgeuse, Rigel, etc. Donc même au cœur de la vieille ville de Lyon, éclairé comme un fou, même en pleine nuit, on arrivait à les voir. Et vous allez plus loin, vous allez voir le peuple Peul, il voit aussi les mêmes étoiles. Alors un peu décalées, mais il voit aussi Orion, qu'on voit nous tout l'hiver. Donc l'astronomie, c'est un dénominateur commun. Ce ciel, c'est un dénominateur commun. Et c'est quelque chose qui permet d'unir les peuples. Il y a de magnifiques initiatives qui se font à travers le monde qui permettent de réunir des peuples qui ont été séparés par la guerre grâce à l'astronomie et à l'observation astronomique amateur, comme ce qu'on fait là ce soir. Il y a par exemple Chypre qui a été pendant des années séparé, qui l'est toujours à cause de la guerre. Il y a eu des initiatives à la frontière d'observation conjointe. Ils avaient attaqué avant et c'est des tricheurs. Il y a eu des observations conjointes. Et on a vu des collaborations commencer à se faire. Bon, ça n'a pas tenu parce que ça n'a pas eu le temps de prendre. Malheureusement, la guerre a repris le dessus. C'est pas miraculeux non plus. Hein. Mais la paix est transportée par l'astronomie. Et là, c'est à peu près la même chose. L'astronomie, étudier l'astronomie, montrer les étoiles à travers dans les villages, etc. Puisque ce monsieur, maintenant, il a créé pas mal de projets. Il a créé, par exemple, le projet d'un bus dans lequel il y a plein de chercheurs, d'astronomes amateurs, de volontaires, qui montent et qui parcourent l'entièreté du Sénégal, et particulièrement la partie rurale, et s'arrêtent tous les jours, font des conférences toute la journée, comme ce que je vous ai fait, en plus simple, point simple, des ateliers, etc. Et puis la nuit, ils s'arrêtent, et ils observent. Et ils repartent comme ça, pendant 1 mois environ. Et ça, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur aussi d'ambition, c'est un vecteur aussi qui permet aussi à certaines personnes de se sortir de schémas d'oppression. Et donc ce qu'il a réussi, ce monsieur, c'est non pas d'opposer science et religion, non pas d'opposer science et croyance, parce que ça ne marche pas. On l'a vu, on le voit toujours de nos jours, mais il a réussi d'intriquer les deux. Et il a aussi réussi de la propager au niveau de tout le peuple. Et c'est une initiative, le Space Bus Tour, qui a été maintenant lancée au Maroc, et qui est lancée dans plusieurs pays comme ça. Donc on observe réellement un rayonnement. Et là, c'est pour ça que j'ai parlé à un contresens de l'histoire. Parce que toute l'histoire nous a montré toujours un combat entre ces deux entités qui ne menait à rien, ou qui, grâce au biais, ne faisait que faire perdre la science, si on peut appeler ça une perte, entre guillemets. Donc, ce que je veux simplement dire ici, c'est que pour la première fois, on est allé à contresens de l'histoire, à contresens de tout ce qu'on a vu sociologiquement, historiquement, philosophiquement. Et enfin, dans la culture populaire, l'astronomie comme vecteur de paix, donc c'est ce que je vous racontais, j'aimerais aussi vous raconter une autre belle histoire, c'est celle de tout à l'heure. Quand j'ai dit que j'avais peut-être pas de diapo, je vais l'utiliser sur cette belle image. Non, je vais mettre l'ancienne. Voilà, celle-là, je ne l'ai pas utilisée, donc j'ai le droit. Il y a, toujours dans le peuple Peul, parce que j'ai eu beaucoup d'informations sur ce peuple, pas facile à trouver des informations d'ailleurs sur la culture astronomique hors occidentale. Il y a ce qu'on appelle les adhérés Sir Todd. Alors c'est quelque chose que vous pourrez peut-être observer ce soir, quoique on est un peu plus loin. Ça s'appelle les étoiles filantes, en français. Précisément, les adhérés Sir Todd, c'est la trace des étoiles filantes. Et il est dit dans la culture populaire du peuple Peul que ces traces indiquent la direction dans laquelle quelqu'un d'important va mourir. C'est quelque chose qui terrorise et qui est logique. Les petites traces comme ça, on sait de nos jours que c'est des poussières qui tombent, mais on sait aussi que des fois, c'est des gros cailloux qui arrivent au sol. Hein? Nous, on a eu peur des éclipses qui ne tombent pas au sol. Donc, c'est pas plus absurde. Et de nos jours, il y a un astrophysicien, Katen Kollenberg, qui part dans plusieurs écoles, et notamment dans une école, alors j'écris très mal, ça c'est mon problème, l'école Mbumba,
a fait des cours d'astronomie et qui a expliqué qu'est-ce que c'était les étoiles filantes aux enfants. En fait, au départ, il était parti pour faire un cours d'astronomie complet, parler des planètes, du système solaire, etc. Mais en fait, il raconte, dans un très beau livre, il raconte que 3/4 de son temps, quasi, était alloué au fait d'observer, de raconter et d'expliquer, de dédramatiser cette histoire d'étoiles filantes. Sans pourtant dire que cette culture est fausse, sans pourtant dire qu'elle est mauvaise, sans pourtant l'opprimer, sans pourtant la détruire violemment, comme on a pu le faire, mais simplement en expliquant, en prenant le temps. Parce que si je vous explique pas qu'est-ce que c'est une étoile filante, pour certains d'entre vous, ce sera pas évident. Et pour moi, c'était pas évident au début. Donc ce monsieur, il a pris le temps. Donc ça, c'est l'une des belles histoires de la culture populaire. Et l'une des autres, et ça sera ma dernière belle histoire, parce que je vous ai raconté que des belles histoires ce soir, hein. J'espère en tout cas que vous avez ce sentiment. L'une des dernières belles histoires, c'est Aïkintana. Aïkintana, c'est le premier club et observatoire d'astronomie malgache. Il a été fondé, je crois, il y a un peu plus de 10 ans. C'est une initiative dans laquelle ils ont construit un partenariat avec d'autres associations. Ils ont construit un télescope au cœur d'une école de brousse, c'est-à-dire qu'ils ont construit une école au milieu de la brousse, avec des villages qui étaient répartis hétéroclitement autour, là où les enfants n'avaient absolument pas accès à l'éducation. Ils ont construit une école de brousse et ils ont réussi à amener l'éducation à ce niveau-là, mais amener le sport, amener la santé et aussi amener l'astronomie. Et de nos jours, ces gens-là, ils font de la science, ils font de la recherche. De nos jours, ces gens-là, ils font de l'obstruction d'astéroïdes et des courbes de photométrie, des choses que même ici, on ne fait pas encore. Alors j'espère, je me tourne vers vous, j'espère dans les prochaines années, on s'y mettra. J'ai les contacts pour, justement, c'est les mêmes contacts qui leur enseignaient. Donc on pourra, voilà. Ou même eux, ils pourront nous faire une école. Ce serait très marrant d'ailleurs, ce serait très intéressant que pour une fois, ce soit eux qui nous apprennent et pas l'inverse. Donc eux, ils font des choses bien plus avancées que nous, ce qu'on fait ici. Pourtant, c'est des enfants de votre âge, devant là, qui font ça, encadrés évidemment, avec des amateurs et des professionnels dans une école de brousse. Ça, c'était ma dernière histoire pour dire que c'était un vecteur de paix, un vecteur d'éducation, l'astronomie. Et que culturellement, c'est plus que simplement une mythologie, c'est plus que simplement des mythes, des belles histoires, c'est plus que simplement un impact culturel, des expressions, demander la lune, viser la lune. C'est aussi des actes concrets dans notre culture, dans notre société, l'astronomie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, tout à travers l'histoire. Alors j'aurais dû mettre celle-là avant, mais j'ai craqué, je ne pouvais pas vous raconter l'histoire trop tard. Même de nos jours, 2 enfants qui observent les étoiles. C'est beau. Je suis sûr qu'on pourra faire de très belles photos avec vous tout à l'heure. On pourrait en tout cas. On peut faire des dessins, on peut faire des photos. En tout cas, de nos jours, l'astronomie, c'est bien plus que simplement... Comment dire ? Simplement une science dure, dont je suis amoureux. Simplement faire de la cosmologie théorique, des grosses équations. C'est aussi amener simplement du bonheur. J'espère, si vous ne vous êtes pas endormi, je vois un monsieur qui piquait de la tête, c'est pour ça que j'ai dit ça. Non, je taquine. Si vous ne vous êtes pas endormi, j'espère vous avoir amené un minimum de bonheur avec mes belles histoires. J'espère qu'en tout cas tout à l'heure, si j'ai pas réussi, mes collègues le pourront dans les observations. L'astronomie, enfin je sais pas vous allez me huer si c'est pas le cas, s'il vous plaît faites-le. Est-ce que pour vous c'est le cas, vous faites de l'astronomie pour être heureux? Oui, dites-le, parce qu'ils ne vous entendent pas, ils ne vous voient pas, vous êtes dans le noir. Merci, ça va ramener un peu de vivacité là, vous voyez, j'essaie de... L'astronomie, on le fait ça pour être heureux. On a cette philosophie-là, ça paraît très égoïste, mais en fait, c'est pas égocentrique pour une fois. On fait quelque chose, on regarde quelque chose qui n'est pas notre centre, qui est peut-être même plus important que nous-mêmes, on regarde et on est heureux. Simplement pour finir, c'est où? C'est là. Alors, juste avant de finir, donc je vous ai parlé d'Aïkintana, vous avez ce magazine extraordinaire en ligne. Alors, je ne fais pas de la pub, il est gratuit. C'est un web magazine, l'Astronomie Afrique. Alors, l'Astronomie, c'est un magazine français, donc je ne ferai pas de pub. Mais Afrique, c'est une branche qui a été créée, non pas en néocolonialisme, c'est-à-dire en disant, on va faire, nous, Français, on va raconter des histoires aux Africains tout en restant en France. Non, on a dit,
à différentes personnes de différents pays africains, venez, on constitue un comité rédactionnel et on écrit des articles. Et donc c'est un site web dans lequel vous pouvez trouver plein d'histoires, plein de faits scientifiques qui sont à votre portée, qui sont des fois pas à votre portée, c'est pas grave, il faut s'y frotter. Il y a aussi toutes les belles histoires que je vous ai racontées, la plupart ont été trouvées là-dedans, parce que c'est une mine d'or, parce que c'est les gens qui sont experts de leur propre culture, et c'est bien mieux qu'un occidental, dans sa fac, qui va vous raconter des histoires sur un peuple qu'il ne connaît pas, qu'il est peut-être même jamais allé voir, dont il ne parle peut-être pas la langue. Ces gens-là, ils la parlent, ils vont la voir, et à côté, ils font de l'astrophysique. Donc moi, je dis bravo à ces gens-là. Simplement, un mot pour terminer. Et c'est ma dernière diapo, donc tout va bien. Un mot pour terminer. Ce raisonnement-là, de se décentrer, je l'ai appliqué à l'astronomie. Parce que c'est ce qui nous occupe. Mais philosophiquement, et ce qu'on appelle en philosophie des sciences, c'est un raisonnement qu'on applique à tout. Parce que se centrer, c'est se biaiser. S'uniformiser, c'est se biaiser. On ne peut pas avoir de démarche scientifique en étant uniforme. Donc de nos jours, on a tendance, par plein de biais, et ça c'est pas moi qui le dis, une opinion personnelle, hein, c'est les études sociologiques, encore une fois. Je vous fais pas une invective, on va dire, d'opinion, une invective politisée, partisane, je vous parle simplement de faits sociologiques, qui est une science, la sociologie. Une science humaine, mais c'est une science. On observe de nos jours une uniformisation, et on observe de nos jours une centralisation. Ça va à l'encontre de tout le raisonnement philosophique et de tout le raisonnement sociologique que je viens de vous démontrer. Et c'est quelque chose, en tant que scientifique, qui devrait nous alarmer, surtout qu'on a un si bel outil devant nous, enfin au-dessus de nous, qu'on peut observer, qui nous rend heureux. Alors il y a des thèses et il y a des chercheurs en philosophie, des philosophes qui très récemment ont continué à publier là-dessus, sur l'idée du bonheur. Qu'est-ce qu'on veut en tant que groupe, en tant que communauté? Est-ce que vous voulez que j'en finisse? J'ai pas eu un oui franc. Yes. Mais la question de se poser qu'est-ce qu'on veut, c'est une question qui s'applique en philosophie politique, en philosophie scientifique, des sciences, en philosophie sociologique, etc. C'est une question profonde. Donc je vais finir là-dessus. Simplement vous rappeler que sociologiquement, le mieux à faire, c'est de se poser la question qu'est-ce qu'on veut. Merci.